plaisir de vous retrouver au compte de cette énième grande édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les titres tout de suite. Un nouveau bloc politique vient grossir le paysage politique du pays. Nouvelle vision politique en Guinée. C'est le nom de ce collectif qui se joint à la mouvance présidentielle afin de soutenir le président de la République. Ce samedi, une charte et un règlement intérieur ont été présentés à la presse. Disparu il y a une semaine, la presse guinéenne est toujours sans nouvelles de Chérif Diallo, journaliste d'Espace TV. Pour faire le point de la situation, les journalistes d'Alapomédia ont tenu ce samedi un point de presse. Dans ce journal également, nous ferons le point de la dégradation très poussée des routes de la capitale guinéenne. Comme vous le voyez sur ces images, les routes de Conakry sont caractérisées par des nids de poules et autres crevasses face au calvaire quotidien. Les usagers tirent la sonnette d'alarme, grand format qui décrit tous les aspects. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous à l'entame Nouvelle Vision Politique en Guinée est un nouveau collectif de partis politiques qui vient ici grandir la liste des collectifs des partis politiques en Guinée. C'est au cours d'une conférence de presse organisée ce samedi au siège social de PDG RDA à la Camaine que ce collectif a présenté une charte dont la signature est obligatoire. Banjou Camara, Mfali Gilavogui. Cultiver les vertus du dialogue pour mieux affronter les défis à relever face aux enjeux que représente l'unité nationale, la paix, la sécurité et le développement, mais aussi et surtout soutenir les actions du président Alpha Condé, tels sont entre autres les fondements de cette nouvelle coalition politique dénommée Nouvelle Vision Politique de la Guinée dans le cadre de la mouvance présidentielle. La signature de cette charte nous assure de mécanismes politiques sur la base des partis volontaires afin que nous puissions, main dans la main, guinéens, tous ensemble, participer à l'édification de notre nation, parce que c'est ça qui nous concerne tous et au premier chef, même avant de vouloir être président de la République. Permettre un développement économique rapide de la Guinée pour le bien-être des populations dans un avenir proche, tel est son chemin d'assaut politique. La nouvelle vision politique de la Guinée dans le cadre de la mouvance présidentielle compte mener des actions concrètes afin de mettre un terme au clivage ethnique que connaît le pays. Notre vision est celle du développement, de la paix et de la solidarité. Construire une nation ne se fait pas dans la guerre ou dans la discorde. Construire une nation, ça se fait sur la base de l'unité nationale, de l'entente et surtout dans la paix. Ce bloc politique a d'ores et déjà conçu une charte et un code de bonne conduite. Politique toujours, mais cette fois-ci, c'est la coordination préfectorale de Beila qui a organisé ce samedi une manifestation politique à Conakry. La cérémonie qui a regroupé le ministre d'État de l'économie et des finances, celui du budget et certains cadres de l'administration s'inscrivaient dans le cadre du soutien à la réélection du président Alpha Condé en 2015. Les natifs de cette préfecture ont réitéré leur engagement à accorder un deuxième mandat au président Alpha Condé Idiatou Diallo. Échanger avec le coordinateur régional de la Guinée forestière à propos de la campagne électorale en vue d'adhérer aux actions du président Condé et réitérer sa réélection dès le premier tour de la présidentielle du 11 octobre prochain, tels étaient les points saillants de cette rencontre politique. Le président de la coordination préfectorale de Beila a tout d'abord remercié les invités avant d'exprimer sa préoccupation quant aux difficultés du point de vue développement de la préfecture de Beila. L'insuffisance d'infrastructures éducatives, sanitaires et sportives dans notre préfecture. L'enclavement de certaines sous-préfectures à cause de la dégradation des routes inter-sous-préfectorales et des pistes rurales. Le manque d'équipement et l'insuffisance du personnel dans les écoles et centres de santé. Le non-achèvement de certains chantiers du 55e anniversaire. Les solutions ou les esquisses de solutions à ces différents problèmes soulevés sont des atouts pour les différentes missions que nous allons
engagés. Convaincu de la victoire absolue du président Condé au premier tour, le ministre du Budget, parrain de la préfecture, estime que Beila sera l'une des préfectures qui va de plus honorer Alpha Condé pendant la présidentielle. Avec les moyens que nous avons, nous pensons, en tout cas en ce qui nous concerne à Beila, que nous allons honorer le professeur, nous allons honorer son gouvernement et nous allons nous honorer nous-mêmes car nous sommes une partie du professeur Alpha Condé. Dans son allocution, le ministre d'État de l'économie et des finances s'est tout d'abord réjoui de l'initiative de cette préfecture. Il a également lancé un appel aux autres préfectures de la Guinée. Et donc je pense que c'est une bonne initiative et ça permet aussi aux autres préfectures de voir comment Beila est structurée, comment Beila est organisée et comment Beila, sans démagogie, s'apprête à avoir un résultat qui certainement va être proche de 100%. La cérémonie a pris fin par une prestation artistique, une manière pour les ressortissants de Beila vivant à Conakry de démontrer leur engagement à accompagner le changement prôné par le président Alpha Condé. Économie à présent, Assemblée générale constitutive de la mutuelle financière des femmes africaines de Dixine s'est tenue samedi à la mairie de la dite commune. Cette initiative du président de la République, appuyée par Afriland First Bank, cherche à favoriser l'autonomisation de la femme à la base, mais également lutter contre la pauvreté au sein de cette couche. Lansana Traoré. Cette ambiance festive marque la tenue de l'Assemblée générale constitutive de la mutuelle financière des femmes africaines de Dixine. Cette initiative du président Alpha Condé, accompagnée par Afriland Bank, est pour les femmes de Dixine la preuve de la prise en compte de leurs préoccupations par l'autorité. La MIFA est une institution de microfinance qui peut offrir des services financiers et des formations aux femmes à faible revenus et à celles du secteur informel. Convaincu donc qu'à travers cette institution, le chef de l'État peut facilement aider la couche féminine à faire sa propre promotion sociale et économique et à assurer son autonomisation. Pour la directrice communale de la promotion féminine de Dixine, l'accompagnement de cette initiative par son département est une obligation. La MIFA étant une institution de microfinance destinée à offrir les services financiers et les formations aux femmes à faible revenu et à celles des secteurs informels, nous avons la motivation morale et technique nécessaire pour appuyer cette mutuelle. Une occasion pour le directeur général de Afriland First Bank Guinée de revenir sur les objectifs de ce projet. L'idée des MUFA est une idée originale du président de la République qui a trouvé en cela une solution, j'allais dire une approche qui permettrait à la femme et aux jeunes de la Guinée de se prendre en charge, de vaincre la pauvreté et de créer davantage de richesses pour eux-mêmes et pour toute la Guinée entière. En plus de la validation du conseil d'administration de la MIFA de Dixine, les règlements intérieurs de cette mutuelle ont été adoptés par les femmes. Et bien, on l'annonçait hier sur nos antennes, un vaccin contre Ebola est désormais disponible. Vous le savez certainement, il s'agit du RVSV-Zebov. Une quantité importante de ce produit sera accueillie mercredi prochain en Guinée. Pendant l'annonce de la découverte du vaccin, les médecins ont mis un accent sur son mode d'utilisation. Suivez. Le fait de donner le vaccin très vite fait que quand la maladie va se développer, en fait, les gens sont déjà protégés et la maladie ne peut plus se développer, le virus ne peut plus se multiplier. Donc il faut le faire, le vaccin, le plus tôt possible, quand ils ne sont pas encore malades. Ils ont déjà le virus dans le corps, mais ils ne sont pas encore malades. C'est pour ça qu'on peut faire ça. Par contre, quand ils ont déjà des signes cliniques et qu'ils sont déjà malades, pour le vaccin, c'est trop tard. À ce moment-là, il faut faire autre chose, des traitements qui vont essayer de diminuer cette quantité de virus qu'ils ont dans le sang et dans tous les organes. Une fois que la maladie est là, avec tous les symptômes, le germe a eu le temps de se développer dans l'organisme, ce n'est plus un vaccin qu'on doit faire, mais un médicament qu'on doit donner pour tuer les virus qui sont en grand nombre pour le traiter.
Ce vaccin fait partie de la prévention. Vous avez vu, on vous a parlé des contacts qu'on doit vacciner. Les contacts, on vous le répète encore, non pas de signes, ils sont comme vous, ils sont comme moi. Donc on les inocule ça pour éviter qu'ils ne développent la maladie si le germe est déjà dans son corps. C'est une question de vitesse développée. SOS, la presse guinéenne toujours dans l'angoisse, le journaliste Chérif Diallo d'Espace TV, jusque-là introuvable malgré la poursuite des enquêtes du côté des services de sécurité. Face à cette triste réalité, des journalistes d'Adafo Média étaient ce samedi face à leurs confrères pour faire le point de la situation Manian Condé, Abbas Keita. L'acte est une première et sort de l'ordinaire dans le monde des médias en Guinée. La disparition du journaliste Chérif Diallo, reporter d'images à Espace TV. Elle suscite depuis plus d'une semaine interrogations et angoisses à Adafo Média et dans la presse guinéenne en général. Mais malgré le mythe autour de la disparition de Chérif Diallo, ses confrères d'Adafo Média, au cours d'une conférence de presse ce samedi, ont évoqué quelques pistes exploitables. Le jeudi 23 juillet, il est revenu de la maison de la presse. Il a rendu son élément aux alentours de 19h en confiant à ses amis qu'il doit rompre le jeûne à la maison. Ce qu'il a effectivement fait parce qu'il a été aperçu chez lui par certains membres de sa famille du côté de Kipé. Et de là, il s'est rendu à l'université René Lélès. Il avait rendez-vous avec 4 amis avec lesquels il travaillait sur un projet d'impression d'affiches publicitaires, au compte bien entendu de la fondatrice de l'université. Et lui et ses amis ne se seraient pas entendus sur le partage des pourcentages du contrat. Et donc à l'issue d'une vive altercation, le matériel informatique avec lequel le travail aurait dû être fait a été donc embarqué en partie, une partie donc du matériel par ses amis qui sont allés. Et Chérif a suivi après quelques minutes sur sa moto. Et depuis, aucune nouvelle. Chérif Diallo n'était pas un chroniqueur dans les grandes gueules, mais ses collègues s'interrogent tout de même sur son dernier passage dans cette émission, alors qu'il témoignait de 2 braquages. La direction d'Adafo Média annonce avoir saisi dès les premières heures la brigade de recherche d'équipés pour des fins d'enquête, mais pour l'heure sans succès. Loin de porter toute atteinte au travail de ses officiers, ces journalistes déplorent le silence des autorités guinéennes. L'information est la seule nourricière de l'homme du XXIe siècle. Donc, quand un journaliste est menacé ou a disparu, le gouvernement devrait, ne serait-ce qu'en quelques mots, évoquer cette situation, mais la faire ainsi, sans aucun signe de sympathie à l'endroit de la presse et de la famille du journaliste, prouve que cette liberté a été obtenue au forceps et que les responsables n'ont aucun égard pour les hommes de médias en Guinée. C'est dommage d'ailleurs que même dans la famille de la presse, les associations n'aient pas fait de déclaration à propos, même si tous les médias en parlent. L'autre objectif de la rencontre était de prendre une décision avec les confrères des autres médias en faveur du journaliste disparu. Cette décision, qui a été l'organisation d'une marche pacifique mercredi prochain à Conakry, devrait permettre d'attirer une fois de plus l'attention des décideurs sur cette situation tragique qui écœure plus d'un. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, le congrès de l'ULTELGUI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, se poursuit à la maison de la presse à Conakry. Sano Kerfal Cissé, PDG de Sabari FM, a été désigné président de l'ULTELGUI. Khalil Oularé du groupe Adafo Média, vice-président, et Néné Touadou Bari du groupe Évasion Guinée, trésorière de la plus grande association de la presse guinéenne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Éducation, à présent, les étudiants de la 6e promotion de l'université Nongo Conakry, UNC, viennent de recevoir leur diplôme de fin de cycle universitaire. La remise officielle de ces diplômes a eu lieu ce samedi au stade de Nongo devant les parents, les encadreurs, mais aussi les représentants du gouvernement Nabi Camara et Diatou Diallo. Ils sont 1300 étudiants à recevoir leur diplôme de licence après 3 ans d'études à l'université Nongo Conakry. À cette occasion, les responsables de l'UNC ont organisé une cérémonie de remise de diplôme au stade de Nongo où le fondateur a rendu un hommage mérité aux récipiendaires. Nous organisons
à la fin de chaque année universitaire la même cérémonie et rendre hommage mérité à nos brillants lauréats qui se sont illustrés par la qualité et l'efficacité de leurs études universitaires à l'UNC. Mettre en valeur et rendre visibles les efforts de notre personnel administratif et pédagogique qui réussit toujours à obtenir dans les délais requis les résultats prescrits par notre institution. Renforcer le désir d'apprendre et la volonté de réussir chez tous les étudiants. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a, au nom du gouvernement, félicité les heureux récipiendaires et les personnes qui ont contribué à leur formation. Je veux tout d'abord vous féliciter, vous, étudiants, pour avoir su achever le parcours que vous avez choisi. Féliciter vos parents pour avoir assumé et accompli leurs responsabilités, celle de vous donner toutes les chances pour réussir vos insertions professionnelles. Et féliciter vos encadreurs, les enseignants, pour avoir accompli la mission qui était la leur lorsque vous avez choisi d'aller étudier dans leur centre. Heureux de recevoir leur diplôme de fin de cycle universitaire, certains récipiendaires ont magnifié leur satisfaction. Je suis très contente, surtout même que je sois parmi les personnes qui sont qualifiées comme les meilleurs étudiants. Je suis fière de moi, fière de mes parents, parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Je suis vraiment heureux d'abord. Je remercie ma famille, mes frères et sœurs qui m'ont soutenu durant mes études. Et je félicite aussi mes amis qui m'ont soutenu toujours et qui m'ont toujours encouragé de bien étudier. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai obtenu mon diplôme avec satisfaction. Après avoir reçu ces diplômes, ces tout nouveaux diplômés devront redorer le blason afin de décrocher leur premier emploi. Sur un même plan, le groupe scolaire Alpha Suisse ici à Tobolo, dans la préfecture de Dubreka, a procédé ce samedi à la proclamation des résultats de fin d'année. Cette cérémonie a été l'occasion aussi pour les autorités de cette école d'offrir des cadeaux aux 3 premiers de chaque classe, une initiative qui vise à qualifier la formation des élèves Aïssetou Bari. Après 7 mois de cours, les autorités du groupe scolaire Alpha Suisse ont enfin proclamé les résultats de fin d'année. Selon les statistiques, ils sont au total 380 élèves inscrits au primaire, soit 269 moyennants, 274 au secondaire dont un taux d'admission de 219 personnes et enfin sur 142 au lycée, 122 sont passés en classe supérieure. Pour cette année scolaire 2014-2015, qui est d'ailleurs une année spéciale pour les Guinéens à cause de l'épidémie Ebola, mais surtout une toute première en matière d'enseignement pour cette institution professionnelle, le fondateur se frotte les mains. Ce jour du 1er août 2015 constitue pour nous la fin d'une année scolaire, mais aussi le début d'une histoire marquant la première année de l'existence du groupe scolaire Alpha Suisse. Mes encouragements vont tout droit à tous les élèves de la maternelle à la terminale. Je leur demande de redoubler d'efforts car la vie n'est pas facile. Cette rencontre a aussi été une occasion pour les encadreurs de cet établissement scolaire d'offrir des cadeaux et des satisfecits aux 3 premiers de chaque classe. Une initiative qui a pour but de créer l'esprit de compétitivité au sein des élèves. Ces derniers se réjouissent de leur classement. C'est mon ambition. Depuis quand j'étais au collège, je sais toujours être la première de ma classe. Je suis vraiment très heureuse. Présent à cette cérémonie, Mohamed Lamine Chérif, principal de cette institution, rassure les parents d'élèves quant à la qualité de la formation dispensée dans cette école. Le résultat d'aujourd'hui est le reflet, n'est-ce pas, du travail accompli, non seulement par les professeurs, mais aussi par les élèves. Et vous pouvez remarquer qu'il y a des moyennes très très encourageantes. C'est d'abord la qualification de la qualité du travail au niveau des enseignants. Cette proclamation des résultats au groupe scolaire Alpha Suisse situé à Tobolon, dans la préfecture de Dubreka, s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Le réseau routier en état de dégradation très poussé dans la capitale guinéenne. Pour s'enquérir des réalités, notre reporter a fait le tour de quelques axes routiers de Conakry. Le constat est alarmant, surtout en cette période de grande pluie. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Nénéomo Baldé. C'est vrai que la dégradation des routes à Conakry devient plus accentuée pendant la saison des pluies
au regard de l'inondation et des pluies diluviennes qui tombent sur la capitale. Comme l'affirme le directeur général du Fonds d'entretien routier, il est difficile de circuler à Conakry, surtout en cette saison pluvieuse. Des trous béants et autres nids de poules meublent toutes les bretelles de la capitale. Chaque jour, la dégradation des routes ne fait que s'aggraver. Cet état de fait plonge les usagers dans un calvaire inimaginable. Partout, que ce soit le long des principales artères ou sur les routes secondaires, le constat est déplorable. Pourtant, selon Souleymane Traoré, il existe bel et bien des projets qui sont en cours pour l'entretien des routes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des entreprises qui ont des contrats pour entretenir certaines routes. Il y a d'autres contrats qui sont en préparation. C'est le cas de la bretelle d'Avaria sur l'autoroute et après la saison des pluies, puisque certains travaux d'entretien, notamment sur le bitume, ne peuvent être faits avec la saison. Après la saison, il y aura un entretien général de certains des principaux axes de la capitale. Comme pour démentir les propos du directeur général du Fonds d'entretien routier, cet usager très révolté accuse le ministre des Travaux publics d'être le seul responsable de ce mal commun des citoyens. Tel que vous voyez ici, les voitures quand ça passe, ça cause des problèmes, il y a des amortisseurs qui se rétalent. On est là à payer les taxes, mais les routes ne sont pas faites. Pourquoi? Dites-nous pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce que le gouvernement fait. Le gouvernement de monsieur le professeur Alpha Condé. Mais c'est pas monsieur le professeur Alpha Condé, c'est le ministre des Travaux publics. Il n'a qu'à revoir ça. Un avis réfuté par le directeur général du Fonds d'entretien routier. Il y a certes l'État qui doit entretenir, mais il y a aussi les populations qui ont des comportements qu'il est difficile de suivre. Parce que vous curez aujourd'hui un caniveau, le lendemain matin, on vient déposer. Alors, c'est facile de dire que la responsabilité est de tel ou tel, mais il y a un effort que chacun doit faire pour que le comportement citoyen soit plus amélioré. Sur ces propos de Souleymane Traoré, cette ménagère réagit. Nous n'avons pas où jeter nos ordures. D'ailleurs, il n'y a pas de poubelle ici. Aidez-nous. Aboubakar Silla lance un appel à l'endroit du président de la République. Je voudrais que le président voit cela à la télévision, il regarde les routes, il vérifie au niveau des ministres, tel que le centre a dit, affolé, ministre de la santé affolé, ministre de l'économie affolé, ministre des travaux publics affolé. Où affolé? Pardon. Dans la capitale aussi bien qu'à l'intérieur du pays, le constat reste le même. Une réalité qui relance le débat sur le bilan du ministère en charge des travaux publics. L'actualité ailleurs dans le monde, cet accord historique entre l'Inde et le Bangladesh avec pour cadre cette histoire assez méconnue depuis l'indépendance du Bangladesh en 1971, Dhaka et New Delhi s'opposaient sur la fixation de leurs frontières. Le résultat, un territoire frontalier morcelé en dizaines d'entraves à l'intérieur, 50 000 personnes apatrides qui après accord ont obtenu une nationalité. Reportage. 68 bougies allumées pour en finir avec 68 années d'abandon. Il est minuit, les habitants de Dashir Shara explosent de joie. Pour la première fois depuis des décennies, ils ont un pays. Je suis fier de devenir Bangladais. Maintenant, je peux dire que je suis un citoyen du Bangladesh. J'ai pris le drapeau bangladais dans mes mains et je mourrai avec. Au même moment, de l'autre côté de la frontière, à Coach Behar, la foule brandit les couleurs de l'Inde. Nous nous sommes beaucoup battus. Nous avons fait une grève de la faim et au final, nous avons obtenu notre indépendance. Ce soir, j'oublie toute cette tristesse pour allumer la flamme du bonheur. C'est la fin d'une situation ubuesque, d'un véritable casse-tête géographique dont personne ne connaît vraiment l'origine. Depuis l'indépendance et la partition de l'Inde en 1947, plus de 50 000 personnes vivaient enclavées de part et d'autre de la frontière indo-bangladaise. Sur cette carte, on dénombre en rouge 111 enclaves indiennes au Bangladesh et en vert 51 enclaves bangladaises sur le territoire indien. Privées de leurs gouvernements respectifs, les populations de ces villages ou de ces villes étaient devenues apatrides, privées d'éducation, de soins et du moindre service public. Ce n'est qu'en juin dernier que les premiers ministres des deux pays
tombent d'accord sur une restitution respective des enclaves. À travers cet accord, nous bâtissons un partenariat fort avec le Bangladesh. Cette région a un fort potentiel et peut devenir un carrefour commercial. Chaque pays est donc désormais souverain sur les enclaves situées sur son territoire. Pour les habitants de Coach Behar ou de Dachir Chara, c'est l'espoir d'une nouvelle vie. Une route goudronnée peut-être, une école, un travail dans la grande ville voisine. Mais c'est peut-être aussi la fin des combines, car pendant 68 ans, les trafiquants de drogue, de faux papiers, ont su profiter en toute impunité du vide juridique. Pour eux, ces zones grises étaient une véritable aubaine. Et puis cet incendie criminel aurait été guidé par la vengeance du colon israélien qui n'aurait pas supporté la destruction de 2 bâtiments à Baïl, décidée par Israël. Une expédition punitive comme beaucoup en Cisjordanie, provocation pour l'armée israélienne et les autorités palestiniennes et qui vient de jeunes juifs très radicalisés. Reportage. Viens jusqu'à la barrière, t'es où toi? C'est comme un rituel. Chaque vendredi après-midi, des jeunes de Bethel en Cisjordanie affrontent des jeunes palestiniens du village voisin. Au jet de pierre, l'armée israélienne riposte avec des gaz lacrymogènes. Cette semaine, des centaines d'adolescentes affrontaient les forces de l'ordre à Bethel. Ils voulaient empêcher la destruction d'un bâtiment ordonné par la Cour suprême israélienne. Hadassah, une lycéenne qui vit dans l'implantation juive, était parmi les manifestants. Les Arabes en face de nous, ils construisent toujours plus de maisons. Je vois cela de chez moi et ça me fait mal qu'ils puissent agrandir leurs maisons sans que personne ne leur dise rien. Et nous, on doit obtenir des autorisations compliquées. C'est notre pays. Pourquoi est-ce qu'on devrait demander l'autorisation de construire dans notre propre pays? Comme l'immense majorité des Israéliens, Hadassah condamne les incendiaires des maisons palestiniennes qui ont provoqué la mort d'un bébé. Mais elle comprend la colère de ceux qu'on appelle ici les jeunes des collines. Des jeunes organisent des expéditions punitives. Ils vont dans les mosquées faire des graffitis, ils lancent des cocktails Molotov sur les Arabes. Moi, je suis contre ça, mais je comprends leur frustration. Ils voient qu'on détruit nos maisons et on ne peut rien faire contre ça. Cette radicalisation des jeunes laisse souvent perplexes les adultes, plutôt adeptes de la négociation avec le gouvernement. Depuis sa naissance ici, il y a 28 ans, Shalom Benaïm a vu la population de Bethel tripler. Et selon lui, la récente autorisation de construction de 300 logements dans la colonie vient compenser la destruction de l'immeuble. Les gens ici ont été plutôt contents d'apprendre qu'on avait eu ces permis de construire. D'autres auraient préféré qu'on nous donne ces autorisations sans pour autant détruire ce bâtiment. Mais je pense que c'est l'intérêt général qui l'a emporté. L'un dans l'autre, on est gagnant. Les autorités israéliennes promettent régulièrement la plus grande fermeté face aux jeunes radicaux. Mais elles semblent incapables de les contrôler. Pourrait-on en savoir plus sur la disparition du vol du MN370, fragment d'aile d'avion retrouvé à La Réunion est arrivé à Paris et le débris est désormais à Toulouse pour y être analysé. Des études qui permettront peut-être de savoir s'il s'agit du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Suivez. C'est ici, au Centre technique aéronautique du ministère français de la Défense, que sont attendues les fameuses pièces, dont il est pratiquement sûr aujourd'hui qu'elles sont celles d'un Boeing 777. Les objets ont atterri ce matin à Paris dans un vol régulier d'Air France en provenance de La Réunion. C'est sur cette plage de l'île que l'espoir de voir lever le mystère de la disparition du vol MH370 est né, 16 mois après la disparition de l'appareil. Il s'agit de confirmer l'appartenance de cette pièce à l'avion disparu et d'en savoir plus sur les conditions du crash. Sur cette pièce, on va avec quasi-certitude dire il n'y a pas eu d'explosion ou il n'y a pas eu de feu. Si l'appareil, par exemple, est tombé en piqué, les traces de compression sur ce flaperon sont très faibles. Alors que s'il est tombé à plat, alors là, oui, il y aura des traces extrêmement importantes. Donc on va éliminer certains scénarios avec ces indices, plus que d'en construire un. Les analyses débuteront mercredi en collaboration avec des spécialistes malaisiens dépêchés en France. Nos équipes sont à Paris maintenant et nous avons le soutien total du Bureau de l'aviation français pour travailler ensemble et analyser les débris retrouvés sur l'île de la Réunion. D'autres objets y ont été retrouvés à proximité, dont cette valise. Celle-ci sera acheminée en région parisienne dans un laboratoire spécialisé dans les tests ADN.
L'heure des certitudes est peut-être bientôt arrivée pour les familles des 239 disparus du MH370. Mesdames et messieurs, voilà comment prend fin cette édition d'information à tous. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme à notre compagnie. Nous revoir sur le www.groupevasionguinée.info. Merci.